D'une manière générale, archéologie et égyptologie n'aiment pas trop que l'on puisse montrer des alignements entre les monuments. Mais surtout qu'il y ait des milliers d'années qui les séparent, pof, ça n'a aucune importance en fait. C'est une formule complètement gratuite qui n'a strictement aucune consistance parce qu'on ne tient jamais compte des différences chronologiques. Salut à tous! J'ai une petite chose amusante à vous montrer. Il y a une légende qui raconte qu'en Égypte, par exemple, on ne peut pas essayer de voir si les pyramides sont alignées les unes avec les autres, avec différentes formes géométriques, parce que c'est des pyramides de dynasties différentes, c'est pas la même période, elles auraient été modifiées à un moment donné par un autre pharaon, etc. Toute une sorte de baratin, en fait, qui sert juste à fermer les yeux et à ne surtout rien voir. Le baratin est simple, hein, pour éviter de voir les alignements, de voir les dispositions qui sont faites aussi en fonction des méridiens par exemple, eh bien on préfère se dire ouais mais c'est une pyramide qui est d'une autre période, on ne peut pas la relier à celle-ci. Ou alors parfois on va dire autre chose, on dira ouais mais pourquoi relier une pyramide à un obélix, ça n'a rien à voir. En fait ça c'est du baratin. Je vais vous montrer quelque chose. Récemment, le musée égyptien, un grand musée au Caire, a été terminé, donc c'est les travaux qui ont commencé depuis un petit moment. Et ce musée, on peut le voir ici, il est un petit peu à 2-3 km au nord-est, nord-ouest des pyramides, on le voit bien ici. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose de curieux. Voyez-vous, il y a des sortes de lignes là, d'architecture en fait, qui déterminent la forme étrange de ce musée. Bien, si je viens placer un point ici sur cette première ligne, et que je viens par exemple en haut de la pyramide de Khéops par exemple. Oh, comme c'est étrange, cette ligne est orientée sur la pyramide. Maintenant, je vais prendre la ligne qui est de l'autre côté ici. On va regarder vers quoi ça pointe, donc du coup cet autre côté de la... Et je vais aller me mettre sur la pyramide de Mykérinos. Tac, et donc qu'est-ce que je vais voir quand je viens voir? Oh, pareil, là encore, on voit bien que cette partie du bâtiment est orientée sur la pyramide de Mykérinos. Et si je prends la ligne médiane, c'est-à-dire au centre du bâtiment, donc cette ligne ici, là, cette ligne directrice là, eh bien tout simplement, je viens sur la pyramide de Képhren. Voilà. C'est amusant, hein? Et évidemment, vous n'allez pas dire que c'est une coïncidence. C'est évident. L'architecte a pensé les choses ainsi. On n'a pas besoin qu'il y ait... on n'a même pas besoin que l'architecte nous le dise. Il n'a pas pu faire cela par hasard. C'est une évidence. Donc, c'est super intéressant parce que ça, c'est un exemple qui illustre comment, 5000 ans plus tard, on a fait une construction qu'on a intégrée avec les pyramides. Donc l'argument baratin qui consiste à dire ouais mais cette pyramide n'est pas du même empire, pas de la même époque, ou alors associer un obélisque à une pyramide n'a pas de sens, et bien c'est un argument bullshit, comme vous pouvez le voir ici, puisqu'on a un exemple qui prouve exactement le contraire. Et on aurait pu avoir d'autres illustrations, hein. Prenez par exemple à Paris. À Paris, il y a une allée principale par laquelle passe l'Arc de Triomphe, mais finalement qui est prolongée par l'Arche de la Défense de Mitterrand 200 ans plus tard, par exemple. Donc, de tout temps, les constructeurs de grande architecture tiennent compte de l'existant et vont éventuellement se servir de l'existant pour concevoir en fait une implantation qui fait sens pour eux et qui a des propriétés, et en l'occurrence géométriques par exemple, météorologiques, géodésiques pour l'Égypte. Et astronomiques bien sûr. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit exemple que vous ne connaissiez peut-être pas, mais je vous invite à utiliser cette petite vidéo comme argument qui sert justement à montrer qu'il y a beaucoup de baratin qui est raconté pour ne pas regarder objectivement les choses. J'avais lu par exemple ce genre d'argument dans un livre de Franck Monnier, que je dois voir ici, voilà, dans ce livre-là par exemple, où il mentionne quand même l'existence d'alignements qui ont été repérés par des archéologues, qui citent Hans Goedik, Miroslav Werner, mais lui, il préfère dire, Franck Monnier, que ça n'a aucun rapport parce que le bâtiment a peut-être été modifié entre-temps, etc.
Non, du tout en fait. En fait, c'est juste que le concepteur a adapté un monument pour faire correspondre à un alignement. Alors évidemment, que ce soit Jean-Pierre Adam, Franck Monnier et la plupart des égyptologues et archéologues qui parlent de l'Égypte, parler d'alignement entre les pyramides, c'est juste quelque chose qui les fait bondir. Parce qu'il y a des faits qui risquent de remettre en cause complètement la vision qu'ils nous proposent de ce qu'était l'Égypte, et notamment ce qu'étaient les monuments, quelles étaient leurs fonctions, et comment ils ont été construits et disposés. Par exemple, une chose qu'ils ne supportent pas de voir, c'est la relation entre l'obélisque d'Héliopolis, qui est tout de même contemporain de l'Ancien Empire. Donc là, on ne peut pas du tout dire qu'il s'agit d'un monument qui n'est pas raccord en termes de chronologie. Et donc, entre l'obélisque d'Héliopolis et la Grande Pyramide, on a une relation particulière, puisque l'obélisque a été placé dans le prolongement de la diagonale de la Grande Pyramide. Mais précisément, si on prend le centre de la pyramide, en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une distance qui fait 25 588 mètres. Je vais vous mettre en mètres ici. Hop. Donc 25 588 mètres, avec un axe à 45 degrés, qui est la diagonale d'un carré. 225 moins 180 nous fait un axe à 45 degrés. Donc, cette curiosité, elle est vraiment très très perturbante pour les égyptologues qui refusent de voir cette chose-là. Mais ce qui est d'autant plus perturbant pour eux, c'est que cette mesure-là, elle révèle un carré, puisqu'il s'agit de la diagonale d'un carré, un angle à 45 degrés. Elle révèle que les dimensions du carré, si je traçais mon carré virtuel ici, hop, 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 voilà. La taille de ce carré, c'est 1/2400e de la circonférence moyenne volumétrique de la Terre. Vous pouvez faire le calcul, il suffit de diviser 25 588, vous le divisez par racine de 2, et ce nombre-là, 16 679, vous multipliez par 2400, vous allez trouver la circonférence moyenne volumétrique de la Terre. Donc c'est pas la circonférence à l'équateur, c'est pas la circonférence du méridien, c'est la circonférence moyenne volumétrique. Puisque la Terre est légèrement aplatie. Le fait qu'elle est aplatie, ça modifie un petit peu le rapport entre son volume et son diamètre. Et ça suppose que les Égyptiens connaissaient parfaitement la taille de la Terre et sa déformation. Et pour prouver cela, il y a un autre moyen, c'est que l'obélisque d'Héliopolis n'a pas été placé au pif, puisqu'il est placé largement au-dessus de la latitude 30 degrés. La latitude 30 degrés, vous voyez, elle se trouve quelque part, voilà, par ici. Et l'obélisque, il est bien plus au nord. Et il est placé plus au nord de manière à ce que la distance entre l'obélisque et le pôle Nord soit 1/6 de la circonférence terrestre. Et ça, je vais vous le montrer, on va le regarder ensemble. On va donc aller voir la distance entre hop, ici et le pôle Nord. Donc, on part de l'obélisque d'Héliopolis et on se rend jusqu'au pôle Nord. Et on va mesurer la distance en kilomètres et on va regarder aussi en miles marins. Donc voilà, je viens me placer au niveau du pôle. Hop. Voilà. Alors on peut lire 3600 miles marins exactement. Hop, je vais enlever la grille parce que ce sera plus agréable. Et 3600 miles marins, c'est donc 1/6 de la circonférence terrestre. Et si je le mets en kilomètres, je vais tomber sur 6667,5, qui est la valeur d'1/6 de la circonférence terrestre, qu'on retrouve aussi en miles marins, puisque le mile marin est déduit de la taille de la Terre. Mais attendez, c'est pas tout. On peut s'amuser un petit peu. On a dit qu'on avait un angle à 45 degrés entre la pyramide de Khéops et l'obélisque d'Héliopolis, et une distance qui révèle les dimensions de la Terre. Mais attendez, on va faire un truc un petit peu drôle. Là, par contre, on va sortir du contexte historique, sortir du contexte chronologique, et pourtant, nous allons aller à Teotihuacan, au Mexique. Et là, on va mesurer la distance
l'angle aussi, si vous voulez, entre Teotihuacan, par exemple, la pyramide du Soleil, et l'obélisque d'Héliopolis. Donc on est à Teotihuacan, sur la pyramide du Soleil, et maintenant je me retourne à l'obélisque d'Héliopolis. Et qu'est-ce que je vais trouver en kilomètres? « 12 347 km. Mais si je le présente maintenant en miles marins, 6666 miles marins. Je vous rappelle, le miles marin, c'est une mesure qui est en relation avec les dimensions de la Terre en base 60. Un petit peu comme le système métrique. En plus, on a un angle à 45,02 degrés depuis la pyramide du Soleil, donc au Mexique. Donc c'est drôle, on a aussi comme ça une relation entre la taille de la Terre, de la géométrie, aussi avec le site des pyramides de Teotihuacan. Si vous voulez, on peut regarder ce rapport entre Héliopolis et Teotihuacan en le mettant en relation avec la circonférence du méridien terrestre. Donc si je fais ça, ça nous fait un rapport qui s'affiche à l'écran, qui est 0,3086. Mais ça, c'est un rapport qui est le même que le rapport qu'il y a entre une seconde d'arc et 100 mètres. Donc une seconde d'arc, en fait, c'est une division de la Terre en base 60. Je divise la Terre en 360 degrés, chaque degré en 60 minutes et chaque minute en 60 secondes. Et ça nous donne 30,87. C'est la valeur d'une seconde d'arc, qu'on appelle aussi de l'arc seconde. Elle est déduite du méridien de la Terre, comme ceci. Et bien, le rapport proportion entre l'arc seconde et 100 mètres, c'est le même qu'entre Teotihuacan, Héliopolis et la circonférence de la Terre. Donc en fait, ça met en évidence qu'on est face à un rapport de proportion en relation avec la taille de la Terre entre deux sites éloignés de milliers de kilomètres, a priori éloignés dans le temps de quelques milliers d'années a priori. Et pourtant, il semblerait que quelqu'un ait organisé une architecture à grande échelle de cette manière-là. Ces sites, ils n'ont rien en commun. Certains sont des pyramides, mais pas tous. D'autres sont en pierre, mais pas tous. Enfin, c'est un mélange de sites dont le seul point commun, c'est d'être sur la ligne que le pseudo-archéologue en question a tracée lui-même pour essayer d'englober le maximum de sites archéologiques impressionnants. Donc ici, la personne qui s'exprime parle de l'équateur penché, qui est une hypothèse qui est assez difficile à soutenir et à défendre, mais qui est intéressante et qui mérite qu'on la creuse un petit peu. Alors c'est vrai que c'est pas évident à défendre. Et en outre, j'attire votre attention sur le fait que, au prétexte que des civilisations produisent une architecture avec des formes totalement différentes, avec des méthodes différentes, en fait, ça ne permet pas de dire qu'il n'y a aucun rapport. Ce qui marcherait, c'est de dire par exemple qu'ils ont fait des pyramides exactement de la même manière, en utilisant le même type de bloc, en agençant de la même manière, en faisant les monuments à l'identique, orientés pareil, bref, une reproduction. Dans ce cas-là, on peut dire, ouais, c'est très probablement la même culture, la même civilisation qui a travaillé. Mais ça marche que dans un sens. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que ce n'est pas tout à fait la même architecture que l'on peut dire, avec certitude, qu'il n'y a aucun rapport. Vous comprenez? Ça, c'est un argument qui ne marche pas dans les deux sens. C'est unidirectionnel. Alors en fait, ça c'est un argument pareil qui est aussi creux que l'argument consistant à dire qu'il y a un problème de chronologie entre des constructions. Parce que depuis la nuit des temps, les civilisations, des peuples, des tribus, des individus ont beau se côtoyer, connaître d'autres peuples, d'autres civilisations, avoir des échanges avec eux, pourtant, ils vont développer une architecture différente. Ça, c'est quelque chose qui est redondant, et les anthropologues l'observent régulièrement. Vous pouvez avoir des peuples qui se connaissent, qui savent par exemple utiliser une technique identique et qui pourtant vont s'obliger à ne pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en place parce que il y a une volonté aussi de se différencier. Parce que se différencier, c'est aussi une façon d'exister, de créer son identité. Et donc, dire qu'on ne peut pas mettre en relation des civilisations ou des peuples parce qu'ils ont des architectures différentes, à des époques différentes, c'est pas un argument. C'est quelque chose de totalement bidon, qui n'est pas soutenu par les preuves anthropologiques et par les preuves de terrain. On l'a vu tout à l'heure, la pyramide de Gizeh, les pyramides de Gizeh sont positionnées en fonction, enfin le musée pardon, est positionné en fonction des trois pyramides du bateau de Gizeh, 5000 ans plus tard.
architecture différente, chronologie différente. Mais en fait, même à grande échelle, il va y avoir en fait dans l'architecture quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler l'ADN de l'architecture. Et l'ADN de l'architecture, c'est pas son apparence esthétique. L'ADN de l'architecture, ça va être quelles sont les lois, les règles qui vont déterminer ses proportions, ses dimensions, la façon dont elle est orientée. Est-ce qu'on la positionne à une latitude particulière? Est-ce qu'il y a des réflexions de cet ordre-là? Et ces paramètres-là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a bien des points communs dans ce qu'on va appeler l'ADN de l'architecture. Et pour vous donner un exemple, il y a eu dans les années 1900, en 1919 exactement, un chercheur qui a fait des recherches sur les unités de mesure employées par les anciens Mexicains, donc en Amérique centrale, près de Teotihuacan, Cholula, etc. Ces conclusions sont à mon avis pas forcément très bonnes. Par contre, dans son ouvrage, il mentionne l'existence de 2 toises qui ont été mesurées. Et ces toises qui ont été mesurées, qui étaient des toises utilisées par les Aztèques notamment, eh bien, elles mesurent 2 mètres, 9 cm, 5 mm, ce qui fait 4 coudées royales. Donc, les anciens Mexicains ont utilisé une toise de 4 coudées royales. C'est étonnant. Je vous rappelle que la toise mégalithique est divisée en 4 coudées de Nippur, par exemple. C'est un principe assez fréquent dans les anciennes civilisations. La toise peut être divisée en 4 coudées. Donc ça, c'est un fait. Il a existé des toises qui font 4 coudées royales chez les anciens Mexicains. Donc c'est surprenant, puisque la coudée royale, c'est en Égypte, de l'autre côté de l'océan Atlantique, et visiblement, c'était connu de l'autre côté. Alors on pourrait dire, ouais, mais c'est une simple coïncidence. Je pense pas. Par exemple, il y a une autre unité de mesure qui est largement connue au néolithique en Europe, mais pas seulement en Europe, c'est le yard mégalithique. Cette mesure, elle était de 82,94 cm. Elle était aussi connue des Égyptiens, bien entendu. Et il se trouve qu'à Teotihuacan, il y a un archéologue américain qui, en étudiant la façon dont la ville est implantée, a réussi à déduire une unité de mesure qui vaut 83 cm. Alors, quand on regarde son travail en détail, ce qui lui a permis de conclure 83 cm, en fait, c'est un module de 82,96 cm. Et lui, il a arrondi à 83. Donc c'est une valeur qui est identique au yard mégalithique à 2 centièmes de centimètre. Vous voyez, on est à 2 dixièmes de millimètre. Voilà le niveau de précision. Donc c'est pareil, c'est pas possible de tomber par hasard à Teotihuacan l'usage d'un yard mégalithique qu'on retrouvera dans toute l'Europe, mais également en Asie et en Afrique du Nord, au minimum, puisque c'est employé également en Égypte. Donc ça c'est pareil, c'est un deuxième élément qui constitue l'ADN de l'architecture qui ne peut pas exister par hasard. Par exemple, il y a un autre élément important qui est la position de Teotihuacan sur la Terre. Sa position sur la Terre, la plupart des grands sites sacrés, les sites de construction majeurs, ne sont pas positionnés au pif sur la Terre. Il y a souvent des considérations géodésiques, astronomiques, qui vont sous-tendre la position d'un lieu. Et pour Teotihuacan, il y a une chose importante, c'est que sa position par rapport à l'équateur et au tropique, Teotihuacan se trouve au sud du tropique du Cancer, environ 416 km, et se trouve au nord de l'équateur de 2178,3 km. Le rapport entre ces deux valeurs, c'est 5,236, la valeur de la coudée royale en mètres. Donc la position de Teotihuacan par rapport à l'équateur et le tropique révèle le rapport entre le mètre et la coudée royale. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est très étonnant. Donc en fait, ça, ce genre d'éléments, ces éléments-là, c'est ça qui constitue en fait l'ADN de la science qui a permis de concevoir l'architecture. C'est de la métrologie,
ce sont des choix volontaires de proportion, ce sont des choix de latitude de lieu, ce sont des choix d'orientation des temples en relation avec de l'astronomie. Et ça, ce sont des principes qui ne peuvent pas avoir été choisis par des peuples de manière similaire par hasard. Parce qu'on n'est pas face à des problèmes pour lesquels les peuples auraient trouvé les mêmes solutions, on est face à une conception, je dirais, à une façon de concevoir les temples en fonction de paramètres qu'on va déterminer, qu'on va choisir. C'est pas quelque chose qui se fait par coïncidence. C'est un choix. Et donc il y a une science ancienne qui s'est transmise et qui a parcouru le globe à une époque lointaine et qui s'est manifestée dans un grand nombre de constructions de par le monde. Et évidemment, c'est pas évident de relier tout ça. Ça peut susciter des erreurs, ça peut susciter des choses approximatives, mais il faut essayer de chercher un peu de manière méthodique, d'être un petit peu ouvert d'esprit aussi et pas se fermer complètement et se dire que ça n'a aucun rapport au prétexte qu'on veut conserver un consensus. Non, il faut un minimum d'ouverture d'esprit. Et je rappelle une citation de Descartes qui est très importante. Descartes disait que si une vérité est malaisée à découvrir, il est bien plus probable qu'un seul homme ou quelques individus seulement l'ait découverte. C'est pour ça, ça invite à se méfier des consensus et des idées reçues qui sont proposées régulièrement dans les livres d'histoire. Allez, je m'arrête là et partagez bien cette vidéo, elle est importante parce qu'elle donne des arguments, des contre-arguments majeurs à un discours plutôt creux.